Ça fait flipper les prix, hein. Ouais. Et le pire, c'est qu'on en a besoin. Enfin, tous ceux qui ont une voiture, une moto ou quelque chose à carburant, on en a besoin. Même pour les tondeuses, même pour les motos, on en a besoin. On en a besoin. Et voilà, c'est la triste réalité. Mais moi, j'ai décidé de pas rouler en diesel. Pas parce que je suis contre le diesel et tout ça. J'aime pas trop le diesel, hein, en termes de moteur, en termes de sonorité, etc. Mais je préfère les essences, c'est sûr. Mais je parle surtout en termes de prix au niveau du carburant. Bah, c'est pour ça que j'ai acheté une 206 essence. C'est pour pouvoir la passer au bioéthanol. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon alors déjà, qu'est-ce que c'est le bioéthanol? Parce qu'on ne dit pas l'éthanol pour les voitures, on dit le bioéthanol, si on veut vraiment être dans les règles de l'art du vocabulaire français. Parce que l'éthanol, ça existe déjà, hein, c'est une sorte d'alcool à brûler, je saurais pas exactement dire ce que c'est, mais c'est comme le white spirit, l'acétate, tous ces machins-là, hein, ça se vend dans le commerce pour nettoyer et tout. L'éthanol, c'est vraiment que ça existe, hein. Et le bioéthanol aussi. Le bioéthanol, en fait, c'est pour nos voitures, et ça fait un moment que ça existe, hein. Parce que le bioéthanol, ça existe depuis 1920. Ça fait un moment que quelqu'un l'a inventé. Sauf qu'en 1960, il y a le pétrole qui est arrivé. Et le pétrole, explosion. Là, c'est parti dans tous les sens. Tout le monde est passé au pétrole. Sauf qu'après, en 1973, le pétrole, il a pris un coup. Et c'est reparti un petit peu sur l'éthanol. Donc, on l'a pas tant géré que ça, si on peut dire. Et nous, en France, c'est depuis 2007 qu'on a le bioéthanol. Et il y en a à peu près maintenant, là, actuellement, en 2022, on a à peu près 30% de toutes les stations françaises qui proposent du bioéthanol pour nos voitures. À environ de 93 centimes le litre, c'est vraiment une moyenne, hein. Il y en a qui vont proposer un peu plus, d'autres un peu moins. Au tout départ, elle n'était pas à ce prix-là, hein. Il a doublé, ou presque pas triplé, mais il a pris 2,5 depuis 2007. Il en a pris un. Et là, il n'a pas fini d'en prendre. Toutes les personnes qui ont une voiture essence, qui en ont entendu parler, soit pour eux, c'est de la grosse merde, soit pour eux, ils veulent y passer, mais c'est un coût. Et ce coût, en fait, ça dépendra des voitures que vous avez. Ça dépendra déjà de la marque, ça dépendra de votre modèle, ça dépendra aussi de l'année. Parce que selon, en fait, l'ingénierie de l'injection que vous avez sur votre voiture, ce sera plus ou moins compliqué de la passer à l'éthanol. Je prends l'exemple de ma voiture derrière, une 206 1,4 litre essence de 2008, donc Peugeot. C'est pas un truc bien compliqué, il existe des kits, il y en a plein, hein, dont celui que je vais vous montrer. Il n'y a rien de bien compliqué, hein, c'est du plug and play, et il n'y a rien de... On débranche, on rebranche, on se met une masse quelque part, et voilà quoi. Et après, si on n'est pas à 5 on fait les choses comme il faut. Ça coûte aux alentours de 120 € jusqu'à 300 €, des kits basiques comme ça, hein. Et après, pour donner un autre exemple concret, je connais une BM, c'est une essence, c'est un 116i, 120 chevaux, 122 chevaux, et c'est entre 500 et 1000 balles. J'allais dire minimum 500 balles, mais c'est entre 500 et 1000 balles. Après, ça dépend chez qui vous le faites. Et c'est pareil, si c'est un Sagouin, il le fait mal. Si c'est pas un Sagouin qui le fait propre, ce sera plus cher, mais il le fera propre. Et à ce moment-là, c'est carrément un apprentissage et tout ça qui se fait. C'est pas juste on branche, ils mettent leur boîtier, et après ça passe au banc, ils refont des programmations d'injecteurs, etc. Voilà, pour ça. Ça dépend des bagnoles, ça dépend l'année de votre voiture, ça dépend de tout. Moi, j'ai voulu acheter une voiture déjà qui coûte pas cher. J'ai eu de la chance, j'ai eu vraiment pas cher. Et je voulais une essence pour pouvoir passer au bioéthanol, pour avoir des trucs encore moins chers au niveau de la consommation. Parce que le bioéthanol, ça se consomme de 15 à 25% en plus que l'essence. Hein, donc tous ceux qui vous diront, là, les gens Kevin, ouais mais moi, non, j'ai pas vu une grosse consommation de différence, vite fait. Soit tu fais mal tes calculs, mec, soit t'as un gros mytho. C'est 15 à 25%, c'est écrit de partout. Sur internet, va voir, c'est écrit de partout. Fais tes calculs correctement, tu verras que tu te plantes. Oui, c'est logique parce que c'est pas 100% d'essence. En fait, on va pas changer le moteur, on va adapter un nouveau carburant là-dessus. Et ce carburant, le bioéthanol, c'est un mélange d'alcool, d'éthanol, de fermentation de betterave sucrière, de maïs, tout en fermentation aussi, hein, maïs, céréales, etc. etc. Il y a plein de trucs comme ça. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas 100% d'essence. Ça remplace une grosse partie de l'essence,
Ça dépend après où vous la prenez, mais c'est en général entre 60 et 85% de l'essence que vous prenez d'habitude. Par exemple, je prends l'exemple, je sais pas, du samplon 98, c'est 100% de l'essence, on va dire. Alors que non, mais on va dire 100% d'essence. Et bien si vous prenez le E85 du bioéthanol, et bien sur 100% de votre carburant bioéthanol, il y aura entre 60 et 85% de bioéthanol dedans. Et le reste, ça sera de l'essence. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Et dans les stations, il s'appelle tout simplement soit Super Bioéthanol E85, soit E85. Je vais pas vous expliquer les détails, il faut aller sur internet. Moi, j'ai pas que ça à foutre. J'ai envie d'installer mon truc parce que ça commence à me coûter cher, ces conneries là. Et le mieux, parce que moi, je vous dis ce que je sais, ce que j'ai vu, ce que j'ai appris de tout le monde et où je me suis renseigné, tout ça. Le mieux, c'est de changer ces bougies. C'est le mieux. On repart sur de bonnes bases. Les bougies, c'est une pièce d'usure. Comme les plaquettes et tout ça. C'est sûr, on les change moins souvent. Enfin, ça dépend des bagnoles. Hein. Et ben moi, justement, je me suis acheté 4 bougies neuves. Donc, peu importe la marque. Moi, j'ai pris du Bosch parce que j'avais le choix entre 3 marques. Je choisis celle-ci. Mais c'est pas de l'iridium. Parce qu'ils n'avaient pas en stock de l'iridium et moi, je les voulais tout de suite. Donc, je pourrais les acheter plus tard. C'est juste que le prix n'est pas du tout le même. La bougie, là, si je dis pas de conneries, je crois que je l'ai payé 6 € la bougie. Si on part sur une bougie iridium, je crois que c'est 35 € unité, la bougie. Il y en a 4. Il y a des moteurs, il y en a 6, et des moteurs, il y en a 8, il y a des moteurs, il y en a 10, des moteurs, il y en a 12. Donc ça dépendra aussi de ce que vous avez comme budget. Mais c'est sûr que l'iridium, ça sera encore mieux, parce que c'est encore mieux conducteur, ça sera bien mieux, ça sera mieux adapté au carburant que vous allez y foutre. Même si c'est juste de l'essence pour votre bagnole, ça sera encore mieux. Mais si vous avez l'argent, foutez de l'iridium, ça sera fait. Moi, j'ai pas envie de payer 100 balles de bougie pour la 206, mais lui dites pas, elle saura pas. Bon, alors je vous ai parlé justement du boîtier. C'est un boîtier d'occasion qu'un pote m'a vendu pour pas très cher, on va dire. Et celui-là, je crois qu'il coûte 190 € ou 195 €, un truc comme ça. Donc voilà. Donc c'est un boîtier Flex Fuel et c'est tous des boîtiers Flex Fuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Flex Fuel. Fuel, c'est le carburant. Flex, il flex. Donc là, ça veut dire qu'il va réussir à s'adapter avec le carburant, le type de carburant que vous lui donnerez. Parce que c'est pas parce que je mets un kit éthanol que je vais rouler qu'à l'éthanol. Hein, y en a qui vont se dire putain, mais il n'y a pas. Et si un jour je suis en panne et que dans la station où je suis, il n'y a pas d'éthanol, mais comment je vais faire? Bah, tu mets du samplon 95 ou du samplon 98. Ça fera rien du tout. Justement, lui là, il va te l'adapter. Il va dire ah, il y a tant de pourcents d'essence qui passe, il y a tant de pourcents de bioéthanol qui passe. Donc il dit à l'injection, faut faire comme ça, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Hein, toi, t'as juste à installer ça, c'est tout. Et comme je le disais, c'est du plug and play. Très très simple. On va débrancher en clair les injecteurs au niveau électronique. On va brancher le Flex Fuel et sur la cosse qui venait au préalable sur notre injecteur, on va y brancher encore notre Flex Fuel. Et comme ça, il y en a 4. Parce que je répète, j'ai 4 bougies. Donc 4 injecteurs, 4 pistons. Et aussi, il faudra trouver une masse quelque part. On trouvera sur le châssis. J'ai pas regardé, mais on trouvera facilement. Et pareil, ça, soit on le colle à l'adhésif, soit on le visse. J'ai pas envie de percer le châssis, je vais essayer de voir si je peux pas le visser quelque part. Mais j'ai pas envie de le coller, il va bouger dans tous les sens, c'est sûr. Et j'ai pas envie de faire du travail de sagouin. Mais bon, on verra. Bon allez, on commence parce que là ça commence à me saouler de parler pour rien et j'ai vraiment envie de l'installer là. Je l'ai déjà dit, c'est un moteur 1,4 litre essence, donc de 206 de chez Peugeot. Je saurais pas vous dire si c'est un TU ou des trucs comme ça, je suis pas assez passionné de ces moteurs là pour vous dire si c'est un TU, je sais pas quoi là. Non, non merci, moi je vais faire ce que j'ai à faire, point barre. Et nous, où ça va se passer, ça va être derrière. Donc, on va enlever déjà cette boîte à air et on va enlever tout le dessus ici. Parce que ce qu'on voit en vert, c'est les injecteurs. Et c'est là où on va intervenir. Ainsi que cette rampe ici, bah, c'est la rampe où il y a les bougies juste en dessous. Donc on va l'enlever et on enlèvera les bougies et on mettra les neuves. Je sais ce que vous dites. Il se fait vraiment chier juste pour brancher les câbles. Mais je voulais absolument voir l'intérieur de tout ça. Je voulais voir comment c'était fait. Ça me permettra au moins de nettoyer un petit peu. Et si je vois qu'après j'ai une fuite ou quoi, ben je changerai les joints. Parce que normalement il faudrait changer les joints là. Même s'ils ont pas l'air morts de chez mort, mais bon. Et au moins ça me permet de voir un petit peu derrière s'il n'y a pas des conneries quoi. Bon bah au niveau des bobines, il n'y a pas de souci apparent à l'extérieur. Je vais regarder un petit coup à l'intérieur, mais je pense que ça va le faire. Allez, c'est tout dégagé. Donc, à l'intérieur des puits ici, il y a les bougies. Avec de la lumière, c'est encore mieux.
donc 4 bougies. Et ce qui est vert, donc c'est les injecteurs. Alors on va commencer tout de suite à remplacer les bougies, donc on va les enlever. Il n'y a pas de sens particulier pour les bougies, hein. On peut enlever celles qu'on veut pour remettre celles qu'on veut. Par contre pour les injecteurs, c'est pas pareil. Oh là là. Elle était pas serrée du tout celle-ci. Non. J'arrive à les dévisser à la main. Ah, celle-ci elle bloque. Ah, celle-ci elle bloque, ok. Les deux premières, elles étaient pas serrées, donc j'espère que c'est pas foiré. Plusieurs choses avant de mettre une bougie neuve. La première, anticiper le démontage de la bougie dans le futur. C'est-à-dire mettre un petit peu de graisse sur le filet. Attention de ne pas en mettre sur l'électrode. Hein. Au bout d'un moment, ça fonctionnera, hein, mais ça va en chier sinon au début. Et puis pas qu'au début, je pense, parce que la graisse c'est épais quand même. Hein. Ensuite, eh ben, si vous n'avez pas trop accès comme moi, c'est-à-dire si vous voulez pas lâcher pas lâcher la bougie dans le puits, je veux dire, parce que c'est très fragile, vous prenez l'aimant, vous la faites glisser à l'intérieur. Et dernière petite chose, toutes les bougies donc qui ont cette rondelle, donc toutes les bougies, hein, c'est qu'à ma connaissance, cette rondelle là, quand on va serrer, elle va venir s'écraser. Peu importe quel moteur ou quelle bougie c'est, hein. En général je parle de bougies basiques, je parle pas de bougies spécifiques pour des moteurs spécifiques. Et c'est toujours délicat de serrer ça. Il y en a qui ont peur de trop serrer, comme là ça se trouve, il a eu peur de trop serrer. Dans ces cas-là, on peut avoir des fuites de compression. C'est pas hyper grave, c'est juste qu'il faudra la resserrer. Dans le cas contraire, si on la serre trop, on risque de la casser. Donc avec de la chance, on casse un petit peu de filetage et on la renlève. Avec de la malchance, on la casse dans la culasse. Et là, il faut déculasser. Alors ce qui est bien de regarder justement, c'est sur votre paquet, l'emballage, c'est marqué. Le couple de serrage, il y est 28 Nm. Alors moi je suis bête et discipliné, donc je vais les faire péter à 28 Nm. Et comme je l'ai dit, cette bougie on peut la mettre dans n'importe quel puits. Le 1, le 2, le 3, le 4, on s'en fiche. Il n'y a pas d'ordre pour les bougies. Par contre, pour ce qui est de... Moi j'appelle ça l'antiparasite parce que j'ai l'habitude des motos, mais pour ce qui est de la bobine qu'on vient fixer au-dessus, là c'est pas le cas parce que nous, notre bobine à nous, on peut pas se planter. On la rentre directement, la bobine 1 sera sur le cylindre 1. Par contre, il y a des bobines, on peut les interchanger sans faire exprès. Et là, ça risque de foutre la merde. Donc faites attention, si vous avez des voitures auxquelles on peut changer le bobinage sans faire exprès, il faut bien les repérer en les démontant. Allez, les 4 sont serrés au couple, les bougies c'est terminé. Allez, maintenant, on va passer aux injecteurs. Derrière chaque injecteur, il y a une cosse. D'accord? Une cosse, un connecteur, comme vous voulez. On va débrancher un connecteur et on va aller brancher un autre connecteur. On va faire attention, on va pas tous les débrancher en même temps parce que ce connecteur là, il vient sur ce cylindre là, sur cet injecteur là. D'accord? Faut pas aller le mettre ailleurs, sinon ça va foutre le bordel. Alors nous on s'en fiche pour le branchement parce qu'on n'a pas d'ordre de passage. On a toujours nos deux cosses. Une qui vient sur l'injecteur et une autre qui vient sur la cosse qu'on a débranchée de l'injecteur, comme j'ai dit tout à l'heure. Je sais pas laquelle c'est, on regardera. Donc nous, peu importe, hein, qu'on mette celle-ci sur le cylindre 1, 2, 4, 3, on s'en fiche. Nous, lui, il va juste, comme je l'ai dit au début, il va juste s'occuper de régulariser un petit peu ce qui arrive dans le carburant. Enfin, ce qui arrive plutôt dans l'injection. Allez, j'ai trouvé comment j'allais faire. Alors, ici, normalement, il y a le vase d'expansion, qui est là actuellement. Il est vissé par l'intérieur, ici. Et j'ai dit que je voulais pas faire de trou dans le châssis, mais je vais être obligé. Alors, le châssis, je m'entends. Je vais percer ici, là où j'ai fait ma petite pointe. Pour pouvoir ressortir juste derrière. Donc, au moins, j'aurai mes câbles qui seront pas de partout, là, et qui chaufferont pas sur le moteur ou n'importe quoi. Ils seront à l'abri un petit peu ici, et après, ils partiront directement derrière, au niveau des injecteurs. Donc, je vais percer ici. Bien sûr, faut pas faire de copeaux. Et puis voilà quoi. Et en plus, bonne surprise, j'ai l'impression, j'ai pas encore regardé, mais il me semble que mon trou d'ici et mon trou de là, correspondent à peu près à celui-là et celui-là. Il me semble qu'il va juste falloir que j'agrandisse un petit peu les trous, mais super, ça veut dire que je vais pouvoir me mettre à l'intérieur comme ça, c'est super. Donc on peut voir que moi j'ai ce connecteur et le connecteur que je viens d'enlever de l'injecteur qui sont les mêmes.
Entre autres, moi, c'est des Denso. Du coup, celui-là, je vais le brancher sur l'injecteur. Celui-là, je vais le brancher sur celui qui venait sur l'injecteur. Allez, et ben, en fait, il faut juste regarder là. La seule difficulté, c'est vraiment de bien enclencher, bien entendre le petit clic. De toute façon, à chaque fois qu'on branche, il faut essayer de débrancher comme ça, sans appuyer sur le petit teuteux qui permet de les désaccoupler. Comme ça, on est sûr que ça tient. Vérifiez si vous avez bien passé le câblage où il faut. Et remontage, bien ne pas passer le câblage à côté des endroits chauds ou trop gras. Essayez de faire au mieux, quoi. Donc, ce que je vais faire là, je vais tout remonter et je vous montrerai le résultat à la fin. Nous voilà le lendemain. Parce que j'ai fait une connerie. Hier soir, on était le soir de Noël, le 24 décembre. J'ai été invité et je voulais absolument remonter ma 206, quoi. Donc tout se passait bien. Jusqu'à ce qu'à un moment, j'ai dit putain, j'ai plus le temps, il faut que je me bouge. Je me suis bougé, j'ai forcé, ça bloquait, j'ai forcé, ça bloquait plus, j'ai cassé. Ceci est une rampe d'injection, bon, celle de la 206. Ça, c'est une rampe d'injection. Et en fait, quand j'ai voulu remettre la pipe d'admission, donc le cornet qui vient derrière, là, et ben, il y a ce petit teuteux là qui bloquait. Je l'avais pas vu au début. J'étais pressé, j'ai fait le con, quoi. J'ai quand même forcé. Voilà. Ici, c'est cassé. Alors, j'ai entendu un petit crack, mais bon. Je me suis dit, si ça se trouve, il a rien. Parce que moi, je le voyais comme ça. Je ne voyais pas la fissure derrière. Donc, j'ai remonté la voiture. Elle a démarré nickel. Et j'ai dit, putain, mais ça sent fort l'essence quand même là, hein. Au passage, il est tôt, j'ai une gueule d'enterré, donc me jugez pas s'il vous plaît. Et pas manquer, ça fuyait d'ici. Donc un bon geyser dans le moteur qui m'a rempli le sol d'essence et qui m'a fait perdre un petit peu d'essence. Donc niveau consommation, c'est pas ce que j'espérais. Donc j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. La première, acheter une rampe d'injection. Ce serait la meilleure idée. La deuxième, étant donné que c'est une voiture que je n'ai pas achetée chère et que j'ai pas envie de mettre des sous dedans, enfin même si je l'avais acheté cher, de toute façon j'aurais pas voulu mettre des sous dedans, c'est d'essayer de le réparer avec du bicomposant. Donc celui-là c'est l'Octit EA 3455. Alors celui-ci est idéal pour le collage des réparations en pièces en métal, céramique, bois et plastique chargé. Il a une bonne résistance à l'eau, l'huile et carburant. Résiste jusqu'à 100 degrés. Manipulable 2 heures ou 4 heures après à température ambiante. Celui-ci m'a sauvé la vie plein de fois. Et ben, j'espère qu'aujourd'hui il va me sauver la vie. Enfin, c'est pas sauver la vie, mais j'ai plus de voiture. J'avais plus de voiture, ben là je me retrouve avec plus de voiture. Donc on est actuellement le 25 décembre. Et ben j'ai pas le choix, il faut que je me bouge de réparer ça pour pouvoir rouler demain. La chance que j'ai, c'est que il s'est pas arraché. Il serait arraché, là il faudrait que je vienne le tenir avec un étau et tout, ça serait compliqué. Alors que là j'ai juste à charger un petit peu de matière ici. Alors bien sûr, je vais venir nettoyer à mort. Et une fois que ça sera nettoyé bien propre, bien dégraissé, là je pourrais mettre mon bicomposant. Ça m'a fait ressortir encore la pipe d'admission. J'avais dit que je changerais les joints. Donc demain matin, ce que je vais faire, c'est que je vais aller acheter avec une autre voiture. Je vais demander à quelqu'un de m'emmener. Les joints que je vous ai montré hier, hein, les joints de pipe d'admission, les 4 joints orange. Là, je viens de donner le bon exemple qu'il ne faut pas faire. Donc les mauvais exemples, bien évidemment. De se presser. Quand ça bloque, et je le dis tout le temps dans les vidéos, quand ça bloque, c'est qu'il y a un problème. Il faut regarder autour. Et moi, je pensais juste que je m'étais pas mis un peu en face ou quoi. Et par-dessus, j'étais un petit peu, pas stressé, mais un petit peu rapide dans ma tête pour me dire putain, je suis invité, il faut vite que j'y aille, il faut vite que j'y aille. Parce que j'avais encore le nettoyage, etc. à faire. Donc je me suis bougé et j'ai cassé, chef. Au passage, je réinsiste, les 4 injecteurs ont leur place. C'est-à-dire que ça, c'est l'injecteur numéro 1, 2, 3 et 4. C'est comme si on avait le moteur devant nous. On lit toujours de gauche à droite. Et bien pour les moteurs, c'est pareil. Cylindre 1, 2, 3 et 4. Il faut pas que je fasse ça, par exemple. Parce que là, ça va foutre la merde. Donc je vais bien les nettoyer avant de les remonter. Il n'y a aucun joint fissuré ni rien. Donc c'est pas grave, je changerai les joints une autre fois. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment cette petite fissurounette qui fait que bah, ça fout de l'essence partout, quoi.
On va attendre que ça sèche, donc je vais le monter en haut pour mettre à température ambiante, parce qu'il faut pas que ça sèche à 10 degrés comme dans mon garage là. Et si je vois que c'est pas assez costaud, je remettrai une couche, mais je pense que ça suffira. Mais bon, on va voir. Bon, nous voici encore un jour après. Ouais, décidément, il n'y avait pas qu'un épisode qui dure sur 3 jours, là on est déjà sur le deuxième épisode qui dure 3 jours, alors qu'on en est qu'à l'épisode 4. C'était surtout le temps que ça sèche, mais je suis très très content du résultat. C'est franchement pas mal du tout. Et c'est du solide. Hein. Mais je veux pas trop le titiller. Je veux pas trop le titiller, je pas envie de le niquer. Au passage, ce matin, je suis allé chercher des pièces. Donc moi, ce que je voulais changer, c'était les joints de collecteur d'admission et les joints d'injecteur. Chose faite pour les joints de collecteur d'admission. J'en ai 4 tout neufs. En plus, ils sont tuning, ils sont tout rouges. Là, je vais gagner au moins 15 chevaux par joint. C'est sûr. Par contre, là où je me sers, ils ne font pas les joints d'injecteur pour essence. Peu importe la marque. Du coup, étant donné qu'on est le lundi 26, donc le lendemain de Noël, il y a la moitié de la France qui ne travaille pas. Je parle en concession, bien évidemment. Donc j'ai appelé Peugeot, Citroën, de tous les alentours. J'ai fait au moins 6 concessions au téléphone. Soit il y en a, ça tombe directement sur le répondeur parce que c'est fermé. Soit ils vendent pas ce genre de pièces. Il faudrait les commander directement dans une grosse centrale de Peugeot, quoi. Donc je suis quand même allé loin de chez moi. Je suis allé à environ 45 minutes de chez moi pour aller à un endroit où on m'a conseillé qu'il y aurait sûrement ça en vente. Donc j'y suis allé parce qu'au téléphone il répondait pas, bien évidemment. Quand j'y suis allé, je leur ai expliqué que je voulais changer mes joints d'injecteur, donc je leur donne la plaque d'immatriculation, etc., etc. Et ils me disent alors oui, effectivement, on en a. Pas en stock, mais on en a. Je dis bon, est-ce que j'attends alors que j'ai besoin de ma voiture le lendemain et tout ça, sachant que mes joints sont bons? Donc ça a été un petit dilemme. Et quand il m'a donné le prix, j'ai arrêté le dilemme, j'ai dit bah c'est bon, je vous les prendrai pas, merci quand même. C'est simple, hein. Par injecteur, il y a un joint en bas et un joint en haut. La paire, c'est 19 € hors taxe. Voilà. Donc ça là, ça, la paire, c'est 19 € hors taxe chez Peugeot. Ça là, ça. On parle bien de ça. Hein. On parle pas de tout ça, ou on parle pas de la moto. Hein. On parle de ça. Ça là, c'est 20 € hors taxe. Enfin, presque 20 € hors taxe. Voilà. Donc ça fait un peu plus de 80 € de joint. Hein? Voilà. Je le remonte hein, au cas où. Au cas où on comprend peut-être que c'est la serviette hein, qui a 20 €. Non, non. C'est ça. Hein. C'est ça. Donc puisque je savais que les miens, ils étaient pas en mauvais état, ni craquelés, ni trop durs, voilà, ils sont souples, ils sont bons. Je leur ai dit merci quand même. Je suis parti. Donc bon bah, au moins j'aurais fait une balade en moto. Et du coup, bah, ce que j'ai décidé, c'est de les démonter, de les nettoyer. Donc là, il me reste juste à remonter les joints du bas. Hein. Mais voilà, chose faite pour ce duo. Donc ils sont tout propres. Un pinceau, de l'essence. On nettoie les portées, on nettoie les joints, on nettoie les têtes d'injection. Et donc voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à les réinstaller. Ensuite, je les réinstalle sur ma rampe d'injection. Et ensuite, on réinstalle ça sur la 206. Et cette fois, je vais prendre mon temps, comme ça je casserai rien. Et puis voilà quoi. Donc cette fois, je vous dis à tout de suite. Et cette fois, c'est pour de bon. Si, je vous montre peut-être juste la gueule des nouveaux joints. Enfin, des anciens joints avec les nouveaux joints. Donc là, on a les anciens joints orange qui n'ont pas de trucs spécifiques. Et là, ben, on a tout simplement des joints d'injecteur tuning qui nous feront gagner 15 chevaux par cylindre. C'est bien évidemment une grosse connerie, hein, ça nous fera gagner 0 chevaux. Par contre, ça ne nous en fera pas perdre. Alors même si ceux-là, hein, qui sont ni craquelés, ni secs, ni coupés, ni rien, ils étaient en bon état. Ils pouvaient peut-être nous faire perdre un peu de chevaux, mais ça m'étonnerait, parce que franchement, ils sont en bon état. C'est juste que pourquoi j'ai changé ces joints-là et pas ceux de l'injection? Bah, l'injection, tout simplement, 80 € à peu près pour les changer, alors qu'ils sont bons. Ceux-ci, c'est 10 € les 4. Autant les changer. Et puis c'est trop bon, rouge. Hein. C'est vraiment trop beau. Hein. Ah oui, bien sûr, moi j'ai une 206 bleu récif. Oui, bien sûr, mes joints de collecteur d'admission, ils sont rouges, il y a quoi? Voilà, tout de suite. Voilà, c'est enfin terminé. Bah, il est où le petit kit éthanol? Bon, vous le savez, mais c'est pas évident à voir quand même, hein. Le voici. Et ouais. Alors, j'ai mon kit éthanol ici que j'ai réussi à visser là, mais pas de l'autre côté parce que j'ai une petite bosse ici là qui m'emmerde, donc j'ai juste vissé ici et il bouge pas.
J'ai fait passer mes câbles derrière. Et je suis venu me mettre tranquillement derrière la pipe d'admission. Voilà quoi. Sur un endroit parfait pour pas que ça brûle, pour pas que ça sointe, etc., etc. Et ma masse, je suis venu me mettre ici. Alors moi j'aurais bien aimé me mettre sur la batterie directement, mais le câble était pas assez long. Et j'avais pas ce qu'il faut pour souder. Celui-ci c'était déjà mon dernier parce qu'il était un peu effiloché, donc je l'ai refait. Mais moi j'aurais voulu en avoir encore un. Enfin si j'en avais encore un, je veux dire, j'aurais pu rallonger de la matière jusqu'ici. Donc le faire passer derrière le moteur et aller sur la batterie. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer un truc tout con, comment on fait déjà pour savoir où est-ce qu'on peut se prendre une masse. Alors on prend soit son multimètre, soit son métrique, comme certains le disent, et moi des fois je le dis, soit ça passe en plein métrique, et on se met pas en courant alternatif, on se met bien en courant continu. Hein. Donc si vous connaissez pas du tout les bases, par contre, je vous conseille d'aller sur internet et regarder les bases. Parce que c'est le courant continu, le courant alternatif, etc. Mais déjà pour vous dire 2 secondes, une batterie comme ça, une batterie de voiture, c'est du courant continu. Et ce qu'on a à la maison, les prises à la maison, etc., c'est du courant alternatif. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend un plus de la batterie. Donc il n'y en a qu'un, hein, c'est la borne plus. Et avec notre deuxième, tout en tenant, bon bah là je l'ai lâché mais je vous montrerai juste après, tout en tenant la borne plus, on vient tatiller un petit peu de partout, hein, regardez. Donc là je vous montre, c'est du plastique, hein, mais c'est juste pour vous donner l'idée où est-ce que j'ai exactement la même valeur que j'ai sur la batterie. Et bien sûr, hein, juste avant, on regarde combien on a sur la batterie avec les 2 bornes. Je vous montre. Donc on regarde d'abord, comme je l'ai dit, sa valeur. On a 12,46. Donc maintenant, je reste sur ma borne plus et je vais venir regarder où est-ce que je peux me mettre. Donc déjà, on va se mettre tout de suite sur la vis que moi j'ai choisie. Hop, 12,46, exactement. Parce que si par exemple je vais me mettre ici, voilà, j'ai 7,85, c'est pas terrible. Hein. Là, c'est vraiment pas terrible. Si je vais me mettre sur une vis ici, ouais, j'ai encore moins, 4 et quelques. Donc, on vient vraiment toucher toutes les vis qu'on peut. Mais moi ici, là, je sais que j'ai exactement la tension de la batterie exacte. Donc, c'est comme si je venais me mettre directement sur cette borne-là. Donc, j'aurais pas trouvé une vis exacte. Et ben, dans ces cas-là, j'aurais réellement fait ce que je voulais faire. C'est-à-dire me rallonger ma masse sur mon flex fuel. Donc ça, c'est tout bête. Ça vous permet de trouver vraiment la bonne masse, pardon. Et au moins, vous ne serez pas emmerdé. Vous n'allez pas vous dire, ouais, est-ce que c'est une bonne masse ou pas, je le tente, ça marche pas, ça marche. Pendant 30 ans, on se dit, ouais, c'est pas bon, c'est bon. Non, un coup de multimètre et c'est réglé. Et la dernière petite chose que je peux rajouter, étant donné qu'on a on a enlevé la rampe d'injection. Déjà, je suis content, moi, mon truc, il a tenu. Ma soudure à froid, elle a tenu. Il n'y a pas de fuite, rien, c'est nickel. Mais étant donné qu'en fait, la rampe d'injection, c'est tout ce plastique que je vous montrais tout à l'heure, c'est rempli d'essence. Quand on l'enlève, bien sûr, il y a l'essence qui s'enlève. Et bien, ça, c'est sous pression. Et quand on va démarrer, on va forcément envoyer de l'air aux injecteurs. Pour éviter de s'emmerder à démarrer pendant 30 ans, enfin essayer d'envoyer le démarrage pendant 30 ans, on voit que sur le côté, il y a une petite vis. C'est un petit peu comme là où on gonfle les roues sur les jantes. C'est un purgeur. Ça veut dire que ce que vous faites, vous mettez le contact, ça va envoyer de l'essence, vous coupez le contact, vous le faites 1 ou 2 fois, et de temps en temps, vous venez appuyer justement sur ce purgeur qui fera sortir de l'essence et de l'air. Et ça va venir faire sortir un maximum d'air. Vous le faites quelques fois, pas besoin de le faire beaucoup, et après vous démarrez, et puis c'est tout. Donc voilà, pour ma part, ça démarre super bien, c'est super. Elle bataille pas du tout, comme si ça avait rien fait du tout en fait. J'ai l'impression que j'ai rien fait sur ce moteur. Après, il faudra bien sûr que j'aille rouler pour voir ce que c'est, et bien sûr aller mettre mon premier plein éthanol. Mais au début, moi ça voulait pas démarrer. J'ai dit mais pourquoi, je suis en train de faire tout comme il faut. J'avais pas vu, mais j'étais pas en réserve, j'étais en t'as plus d'essence mec. Heureusement pour moi, j'avais une jerrycan ici de 20 litres peut-être, ou 15 litres, je sais pas combien. J'ai mis 5 litres d'essence. Ça a démarré au quart de tour. Et voilà, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est changer le commodo. Enfin, le COM 2000, je pense que je vais changer la grosse partie, mais je vous montrerai ce que c'est. Je sais pas si c'est possible de le réparer. Pour ça, il faut que je le démonte. Mais pour le démonter, il faut pas que j'ai besoin de ma voiture le lendemain. Il faut que j'ai le temps. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Alors, pour le contrôle technique, il y aura le COM 2000 à changer avec les pneus. Et pour le bien de la voiture et de moi mentalement, je changerai le kit distribution avec pompe à eau et aussi l'accessoire, donc la cour d'accessoires. Voilà, je viens d'y penser en sortant la voiture, c'est pour ça que je me suis dit ça. Allez, cette fois je vous dis ciao.